Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur la thématique « Comment déposer un contrat d'apprentissage auprès de votre OPCO ». Donc, je suis Anne-Isabelle Gillet, conseillère en formation. En arrière-plan, Alexandra Milankovic, analyste en charge de l'instruction de vos demandes de financement, mais pas de vos contrats d'apprentissage, je le précise bien, puisque ce sont des contrats qui sont traités par un service indépendant, répondra à vos questions. Voilà, et si toutefois certaines questions n'étaient pas bon, enfin, si vous n'aviez pas la réponse à certaines questions en cours de diffusion, on prendra un temps à la fin de ma présentation pour aborder les questions. Voilà. Vous devriez être nombreux normalement à assister à ce webinaire. Donc, les micros sont coupés de façon à ce que je puisse vous faire la présentation, mais ça n'empêche pas la possibilité pour vous de poser vos questions. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et donc je vais démarrer. Donc, comment déposer un contrat d'apprentissage auprès de votre OPCO? Donc, je vais vous présenter le sommaire. On va évoquer 3 points. Donc, la présentation d'Atlas déjà, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, recruter en apprentissage, quelles sont les aides et les démarches. Et enfin, comment remplir sa demande en ligne. Alors, Atlas aujourd'hui, c'est le mariage entre le FAFIEC et Opcabaya. Pour ceux qui ne connaissaient pas le FAFIEC, c'était l'OPCA, donc des cabinets et bureaux d'études spécialisés dans les secteurs de l'ingénierie, du numérique, de l'événementiel et du conseil. Et Opcabaya, c'était l'OPCO des banques. Aujourd'hui, on a récupéré également certains secteurs qui étaient chez les OPCO tels que AGFOS et Opcalia. Donc, Atlas aujourd'hui est l'opérateur de compétences des marchés financiers et du conseil, ce qui représente au total 100 900 entreprises, 1 615 000 salariés et 15 branches. Donc, vous pouvez voir sur le support, les branches sont détaillées. J'espère que votre visibilité est meilleure que la mienne. Donc, les 15 branches regroupent les agents généraux d'assurance, les assurances, les banques, la banque populaire, les bureaux d'études, la caisse d'épargne, les courtiers en assurance et réassurance, le crédit mutuel, les économistes de la construction, les experts comptables, les géomètres experts, les marchés financiers, la qualité de l'air, les sociétés d'assistance et les sociétés financières. Aujourd'hui, Atlas, c'est votre guichet unique pour l'alternance. C'est-à-dire que quel que soit le dispositif en lien avec l'alternance, contrat de professionnalisation ou encore PROA et contrat d'apprentissage, c'est auprès de votre OPCO que vous allez devoir déposer la demande de financement. Atlas va pouvoir instruire vos demandes de financement et si celle-ci est accordée, on la transmettra à la directe pour enregistrement du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage. Donc aujourd'hui, on enregistre vos contrats et on finance les coûts pédagogiques. Et vos conseillers et développeurs de l'alternance sont là pour vous accompagner dans le processus de recrutement d'un alternant. N'hésitez pas donc à contacter votre conseiller puisque pour le moment sur la région PACA-Corse, nous n'avons pas de développeurs, mais votre conseillère sont là à votre écoute pour répondre à vos besoins en matière d'alternance ou alors encore développement des compétences de vos salariés. Donc, on passe au second point, recruter en apprentissage, les aides exceptionnelles et les démarches. Si toutefois je vais trop vite dans ma présentation, n'hésitez pas à m'alerter pour que je ralentisse le rythme. Donc, aujourd'hui, les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide exceptionnelle. On a tous entendu parler au mois de juin de l'aide à la relance à l'apprentissage. Cette aide-là ne concerne pas que le contrat d'apprentissage. Pourquoi? Puisque elle a été votée également pour le contrat de professionnalisation. Ce qui signifie que toute entreprise de moins de 250 salariés
qui recruterait un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage peut bénéficier d'une aide financière qui peut aller de 5 000 € pour un apprenti ou un alternant mineur ou 8 000 € dès lors qu'il est majeur. Quand je parle d'alternant, ça comprend le contrat de professionnalisation et l'apprenti, c'est le contrat d'apprentissage. Donc, toutes les entreprises, effectivement, pas les plus de 250 salariés. Pourquoi? Parce qu'elles ont une obligation d'emploi de 5% d'alternants. Il faudra qu'elles soient en capacité de justifier qu'en 2021, elle avait un quota de 5% d'alternants pour bénéficier de cette aide-là. Donc, qui est éligible pour ces aides? Donc, tout jeune de 16 à 29 ans révolu qui préparerait un cursus du CAP jusqu'au master. En fait, un titre professionnel ou un diplôme reconnu au RNCP. Et ça, c'est pour tous les contrats qui sont conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Alors, ce n'est pas nous qui versons l'aide. On reçoit effectivement beaucoup d'appels qui nous demandent comment ça se déroule, qui verse l'aide. En fait, c'est dès lors que votre contrat est enregistré par nos services que vous avez reçu un courrier d'accord, ce qu'on verra plus loin. Donc, le contrat est transmis à la directe par voie dématérialisée. Ça va lui attribuer un numéro d'enregistrement, que ce soit contrat pro ou contrat d'apprentissage. La directe transmettra à l'ASP, qui est l'Agence des services et de paiement de l'État, transmettra le contrat et à ce moment-là, c'est l'ASP qui va prendre contact avec vous par courrier, qui vous précisera l'échéancier des versements de cette aide, puisque c'est une aide qui est attribuée pour la première année uniquement et elle est versée mensuellement. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous aurez à faire? Mais en fait, ce sera via votre DSN que vous déclarerez les salaires de votre apprenti mensuellement. En revanche, pour les contrats de professionnalisation, il faudra justifier de leur bulletin de salaire. Donc, je récapitule. Toutes les entreprises, sauf les 250 salariés qui ont une obligation d'avoir un effectif de 5% de leur effectif en alternance en 2021, l'aide entre 5 et 8 000 € pour tout contrat conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 d'un jeune âgé de 16 à 29 ans pour un titre professionnel ou diplôme reconnu au RNCP. On va passer ensuite au troisième point. Mais avant de l'évoquer, vous aurez besoin donc de faire votre checklist. C'est-à-dire que vous allez devoir, pour pouvoir compléter votre demande de financement en ligne, puisqu'aujourd'hui toutes les demandes de financement passent par nous, ça veut dire aussi que vous devez saisir en ligne la demande de financement. Cette demande-là, pour pouvoir la remplir correctement, vous allez avoir besoin d'une convention, de la convention de formation avec le CFA. Pourquoi? Parce que ça va vous donner tout un tas d'indications pour compléter la partie rubrique, la rubrique pardon, du CFA et de la formation. Vous aurez un CERFA pour le contrat d'apprentissage, c'est le FA 13 que vous pourrez générer au terme de votre saisie. Il faudra que vous affiliez aussi votre apprenti à une caisse de retraite complémentaire, puisque c'est un salarié comme les autres. Il a les mêmes droits qu'un salarié de l'entreprise et donc doit être affilié à une caisse de retraite. Vous devez aussi préalablement faire sa déclaration d'embauche, la DPAE, et prévoir sa visite médicale. Je l'ai évoqué, le circuit du dépôt du contrat d'apprentissage et le versement de l'aide. Donc, on voit sur ce schéma que vous déposez donc votre contrat auprès d'Atlas. Un service spécialisé qui se trouve géographiquement à Lyon et à Nantes traite les contrats d'apprentissage uniquement. Ils ne sont pas traités en antenne, contrairement aux contrats de professionnalisation. Donc, l'instruction se fait par un instructeur et dès lors que
vous recevez notre accord de financement de la formation en apprentissage. On transmet à la DGEFP le contrat, qui, elle, va contrôler et enregistrer le contrat, sélectionner les contrats qui sont éligibles à l'aide et ensuite transmettre à l'ASP le contrat. Celle-ci donc va également faire l'instruction du contrat, va valider l'aide et va vous adresser par voie postale une notification d'attribution avec l'échéancier du versement de celle-ci. Et vous, comme je l'évoquais, pareil, donc via votre DSN mensuel, donc vous informerez l'ASP que l'apprenti est toujours dans votre entreprise et qu'un salaire est versé. Comment remplir la demande en ligne? Alors, on vous explique qu'avant de démarrer la saisie, vous devez disposer des pièces justificatives, la convention de formation. Pourquoi? Parce que vous avez un pavé dédié à la formation et au CFA et les éléments ne peuvent être connus de vous que par le biais de cette convention puisqu'il n'y a que le CFA qui peut vous les communiquer. L'OPCO, en aucun cas, ne va pouvoir être en capacité de vous donner les dates de la formation ou encore le code du diplôme ou encore le numéro UAI du CFA qui est son numéro d'enregistrement lui permettant de dispenser une formation via un contrat d'apprentissage. Donc, le CFA, c'est le formulaire FA13. Si on vous parle de formulaire FA13, c'est le contrat d'apprentissage, c'est l'unique contrat à avoir. Donc, l'ensemble des informations demandées sont nécessaires pour l'instruction du dossier. Alors, première chose à faire, c'est que vous allez vous connecter sur votre compte utilisateur MyAtlas. Donc, vous allez devoir vous loguer en mettant votre adresse mail renseignée lors de la création de ce compte. En général, c'est votre mail de l'entreprise et avec le mot de passe que vous aurez défini préalablement. Donc ça, c'est une copie écran de ce que vous pouvez voir quand vous allez donc sur l'adresse www.opco-atlas.fr/entreprise/espace-entreprise.html. Donc, vous renseignez votre adresse mail, votre mot de passe et vous vous connectez. Et là, donc, il nous manque un élément quand même parce que entre cette fenêtre et celle-ci, vous allez arriver sur une fenêtre qui va vous proposer plusieurs choix. Soit effectivement de faire de nouvelles demandes, donc de gérer votre dossier formation ou alors encore de verser vos contributions. Donc, cette impression écran ne se trouve pas là dans ma présentation, mais en fait, il faudra choisir donc gérer mes dossiers formation. Donc, ce sera le carré bleu, de mémoire, il est bleu. Il faudra que vous y alliez. Ensuite, en haut à gauche, vous aurez la possibilité de faire une nouvelle demande. Et là, vous irez sélectionner le contrat d'apprentissage. Et une fois que vous avez sélectionné une nouvelle demande contrat d'apprentissage, à ce moment-là, vous arrivez effectivement sur cette fenêtre. Pardon. Donc, on va vous demander comment dire, l'espace à compléter. Il y a plusieurs onglets dans cet espace à compléter qui reprennent ni plus ni moins les encarts du contrat d'apprentissage du CERFA FA13. Donc là, vous pouvez voir qu'on a l'employeur, apprenti, maître d'apprentissage, contrat, formation. Ça, c'est toutes les rubriques que vous trouvez dans le contrat. Donc, quand vous êtes dans la partie employeur, vous allez en premier lieu vérifier les informations sur votre entreprise, qu'elles soient justes. Et notamment, vous allez renseigner le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, même s'il est différent de votre siège social. Et pour qu'on puisse avoir un établissement secondaire, il faudra qu'au préalable, vous nous ayez informé effectivement que vous avez un établissement principal pour qu'on puisse le rajouter à votre compte. Parce que nous, par défaut, on a l'adresse de vos sièges sociaux. Donc,
Normalement, ce sont des données qui sont pré-remplies, sauf si effectivement on n'avait pas l'information sur l'établissement secondaire. Donc, vous allez vérifier que ces éléments sont bien le reflet de la réalité. Donc, comme vous avez des astérix rouges, ça veut dire que c'est des éléments qui sont obligatoires. Vous devez absolument les renseigner. Et notamment comme la caisse de retraite complémentaire. Si toutefois vous ne renseignez pas cette retraite complémentaire, vous serez bloqué dans la continuité de votre saisie. Donc, ensuite, vous avez parallèlement une notice d'utilisation qui vous permet de renseigner les différents items. Si par exemple, le type d'employeur privé, vous ne saviez pas ce que vous deviez mettre dedans, donc là, vous avez un petit ascenseur qui va vous permettre effectivement de faire plusieurs choix. Mais s'il y a des rubriques qui vous posent question, je vous invite à vous reporter sur la notice. Donc là, en employeur spécifique, vous devez renseigner pareil. Vous avez, il me semble, de mémoire 12 catégories. Donc, le numéro sirène du lieu d'exécution du contrat, il faudra leur renseigner l'effectif de l'entreprise à renseigner et surtout la convention collective appliquée. Pourquoi? Parce que le code IDCC, ce qu'on appelle l'e-code IDCC, c'est le code de la convention collective, identification de la convention collective, va nous donner une indication sur la prise en charge du coût contrat. Quand je parle du coût contrat, c'est que en fonction du code du diplôme qu'on verra à la fin, ça va nous donner avec votre convention collective une prise en charge qui peut être différente d'une convention à l'autre, puisqu'il peut s'agir d'un cœur de métier pour une branche et ça ne le sera pas pour l'autre. Donc là, ensuite, vous nous renseignez le contact téléphone, courriel. Ça n'est pas obligatoire, ces 4 derniers champs, mais effectivement, si on a besoin de vous contacter parce qu'on a une question sur le contrat, c'est mieux qu'on puisse avoir les informations. On passe à la partie apprenti. Alors, pareil, les astérix rouges, c'est les champs qui sont obligatoires. Donc, vous allez renseigner les informations qui vous sont demandées, donc le sexe, le nom, prénom, adresse. À partir du 1er janvier 2021, le numéro de sécurité sociale sera obligatoire. Aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de le renseigner puisque l'outil n'est pas encore développé pour pouvoir l'enseigner, mais sachez qu'à partir du 1er janvier, ce sera obligatoire. Donc, quand vous renseignez son adresse, faites bien attention au niveau sur l'adresse, au niveau du 3e champ, là, nom et numéro et nom de la voie, de bien mettre l'adresse à cet endroit-là, en fait. Ça a une importance parce que sinon, au niveau de la génération du CERFA, ça va sortir différemment. Donc, vous renseignez, hop, j'étais un peu trop vite, donc la commune, le code postal, le téléphone, le courriel, même si effectivement on n'a pas besoin du mail de l'apprenti, il vous est quand même demandé, donc sa nationalité, sa date de naissance. Après, on vous demande aussi s'il est en situation de handicap. Pourquoi? Parce que effectivement, ça peut faire l'objet d'une majoration de la prise en charge. Donc, c'est important de savoir. Des fois, il est un peu délicat de poser la question à vos candidats, savoir s'ils sont reconnus travailleurs en situation de handicap. C'est délicat, certes, mais ça peut apporter une majoration dans la prise en charge comme une aide des AGFIP par ailleurs, puisque pour toute embauche d'un salarié aujourd'hui en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, vous pouvez avoir une aide de 4 000 €. Le décret est passé ce matin. Donc, ensuite, donc, on vous demande donc s'il est en situation de handicap, s'il a une reconnaissance, parce qu'on peut être effectivement travailleur handicapé sans en avoir la reconnaissance. Donc, le régime social, on va vous demander si c'est le régime général, l'URSSAF, ou alors si c'est le régime agricole. Donc, la commune de naissance et le département de naissance. Attention, pour avoir instruit des contrats d'apprentissage, j'ai pu réaliser que on avait tendance à faire l'inverse, de renseigner le département dans la commune et la commune dans le département. Donc, soyez vigilants là-dessus. Ensuite, on va vous demander sa situation avant le contrat. Alors, effectivement, la situation avant le contrat,
C'est quoi? C'est s'il était demandeur d'emploi, salarié, en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation. Ça peut avoir une incidence sur la rémunération de votre apprenti. Pourquoi? Parce que s'il était en apprentissage précédemment, son salaire, et que c'est le premier contrat d'apprentissage chez vous, son salaire ne peut pas être inférieur au salaire qu'il percevait précédemment. Donc, il faut toujours songer à lui demander quelle était sa situation avant ce contrat avec vous. Ensuite, on vous demande quel est le dernier diplôme qu'il a préparé, la dernière classe qu'il a suivie, et on vous demande aussi l'intitulé précis du dernier diplôme ou titre préparé et celui obtenu. Je vais essayer de vous montrer une notice d'utilisation. C'est téléchargeable aussi bien le CERFA que la notice sur les services publics. Donc voilà, on était en train d'évoquer effectivement, tout à l'heure, on a évoqué donc le type de mode contractuel, toujours à renseigner, parce que vous pouvez avoir un contrat d'apprentissage qui soit à durée limitée ou à durée indéterminée. Donc c'est important de le renseigner. Ensuite, on a vu le type d'employeur, privé ou public. En général, vous êtes des entreprises, il me semble, des entreprises inscrites uniquement au registre du commerce et des sociétés, donc le code 12. Ensuite, on a vu si vous étiez un employeur spécifique ou pas. Donc, en général, vous êtes dans aucun des cas, sauf cas particulier. Le code NAF, code IDCC. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on a évoqués dans la partie employeur. Donc là, dans la partie de l'apprenti, je vous disais, on vous demande sa situation avant le contrat. Donc, effectivement, vous avez 12 possibilités. Du scolaire, en passant par le contrat d'apprentissage, par le salarié, la personne à la recherche d'un emploi ou encore l'inactif. Sachez d'ailleurs qu'un salarié qui est en CDI dans votre entreprise, qui serait bien évidemment éligible au contrat d'apprentissage, a la possibilité de suspendre son CDI pour pouvoir faire un contrat d'apprentissage. La loi le permet. Donc, plutôt que faire une rupture de CDI pour essayer de faire un contrat d'apprentissage, sachez que la loi prévoit qu'effectivement, vous puissiez, votre salarié puisse suspendre son CDI pour faire un contrat d'apprentissage. Donc là, on a vu également le régime social. MSA, c'est pour le régime agricole. Le régime de droit commun, c'est l'URSSAF. Ensuite, au niveau des différents parcours, on vous demandait quels étaient les titres ou diplômes. Je reprends là les titres ou diplômes préparés, les titres ou diplômes le plus élevé obtenu. C'est sur cette rubrique-là que vous aurez les informations. On va de 55 à 80. On vous demande également quelle était sa situation, enfin la dernière classe suivie. Donc, on a le cas où l'apprenti a suivi la dernière classe du cycle de formation et a obtenu son diplôme, mais on a aussi le cas où il ne l'a pas validé, où il a échoué aux examens. Donc, il faut bien vous référer à cette notice d'utilisation. Ensuite, vous avez la partie qui concerne le représentant légal. Pourquoi? Parce que vous pouvez être amené à contractualiser un contrat d'apprentissage avec une personne qui est mineure. Dans ce cas-là, il faudra absolument que la partie du nom des parents et leur adresse soit complétée. Ensuite, on passe à l'encart du maître d'apprentissage. Alors, le maître d'apprentissage est désigné pour suivre le jeune. On peut avoir 2 maîtres d'apprentissage, c'est possible. D'ailleurs, le CERFA le prévoit. Le maître d'apprentissage, sachez qu'il faut qu'il ait, alors c'est cumulatif, il faut qu'il ait un niveau de diplôme qui soit équivalent ou supérieur au cursus professionnel préparé par l'apprenti, mais il faut qu'il ait également au moins une année d'expérience dans le métier préparé.
Donc, pour le maître d'apprentissage, vous allez renseigner le nom, le prénom, l'emploi occupé, la date de naissance. On vous demande également si le maître d'apprentissage est un employeur dirigeant. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut avoir un impact sur le nombre d'apprentis à suivre. On vous demande le nombre d'années d'expérience dans le métier préparé et le nombre d'apprentis suivis en tant que maître d'apprentissage. Et on vous demande également s'il a suivi une formation, si oui, la date. Alors, au niveau des maîtres d'apprentissage, sachez qu'un employeur dirigeant ne peut encadrer qu'un seul apprenti et un redoublant. En revanche, un salarié qui serait maître d'apprentissage, lui, peut encadrer 2 apprentis et un redoublant. Alors attention quand vous avez à la fois des contrats de professionnalisation et des contrats d'apprentissage. Puisque on vous dit pour le contrat de professionnalisation que qu'un employeur, un dirigeant, peut tutorer 2 alternants. Ça veut dire qu'il peut prendre un contrat pro, un apprenti et un redoublant en contrat d'apprentissage. Mais il ne pourra pas plus. Il ne pourra pas prendre 2 apprentis et un redoublant. Le salarié qui va être tuteur pourra être tuteur de 2 alternants, un apprenti et un redoublant, ou alors un alternant, 2 apprentis et un redoublant. Mais on ne pourra pas excéder 3 alternants. Ensuite, on vous demande si vous souhaitez faire la demande de prise en charge de la formation du maître d'apprentissage. C'est pour ça qu'on avait la question ici où on vous demandait effectivement s'il avait suivi une formation. Pourquoi? Parce qu'on peut vous financer la formation du maître d'apprentissage. Cette formation va lui permettre d'avoir les clés pour accompagner au mieux, pour éduquer le jeune dans son apprentissage. Donc, à ce moment-là, je vous invite à consulter vos critères de financement qui viennent vous préciser la prise en charge pour la formation des maîtres d'apprentissage. De mémoire, il me semble que pour toutes les branches, on est à 40 heures au maximum avec une prise en charge à 15 € l'heure. Mais je préfère vous renvoyer vers les critères de financement. C'est plus fiable puisque je ne connais pas les critères des 15 branches. Ensuite, donc, on vous demande si effectivement il suit la formation. On va vous demander le nom de l'organisme de formation, son SIRET, le numéro de déclaration d'activité, la date de début de formation, la date de fin et le coût pédagogique. Attention, un petit point d'alerte, c'est que pour pouvoir bénéficier de financement d'un financement public ou paritaire, aujourd'hui, l'organisme de formation doit être datadocké. Est-ce que vous avez des questions avant que j'avance? Puisque là, on va attaquer une partie qui est un petit peu plus compliquée, un petit peu plus complexe et qui amène souvent des questions des entreprises sur les rémunérations. Est-ce que je peux vous... est-ce que... un instant. Excusez-moi, une petite interruption. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des questions? Qu'on puisse qu'on prenne le temps d'y répondre. Alors, je vais avancer donc sur la partie rémunération. Donc, c'est la partie la plus sensible du contrat, puisqu'effectivement, quand on va instruire votre demande de financement, on va être amené peut-être à vous faire une demande de complétude sur la rémunération, puisque celle-ci ne correspondra pas forcément aux grilles de rémunération conventionnelles qui s'appliquent à votre secteur. Pourquoi? Parce que comme je l'ai évoqué en première partie, sur la partie de l'entreprise, la prise en charge du contrat est faite en fonction de votre convention collective. Donc,
il faut également que vous appliquiez la rémunération de votre convention collective. Donc, on va vous demander donc, le type de contrat. Je vais reprendre la notice d'utilisation en support. Hop. Voilà. Il y a une question qui est passée, alors je ne sais pas si on a pu y répondre, mais pour tout ce qui est diplôme de niveau CAP, BEP jusqu'au bac, c'est les rubriques 33 à 41. Donc là, on vous demande effectivement quel type de contrat ou d'avenant en première partie. Donc là, on vous dit que vous pouvez avoir un contrat initial. Un contrat initial, c'est qu'il s'agit d'un premier contrat avec l'apprenti dans l'entreprise. Vous pouvez avoir également une succession de contrats, c'est-à-dire que c'est un nouveau contrat avec l'apprenti qui a terminé son premier contrat auprès du même employeur, auprès de chez vous, ou alors d'un autre employeur, ou alors que celui-ci a été rompu avec un autre employeur. Après, vous avez la partie avenant. Les avenants, ça va être toutes les modifications substantielles du contrat qui nécessitent de signer un avenant au contrat initial. Donc, vous avez la typologie, enfin les codes 31 à 36. Donc, ça va de la modification à la situation juridique de l'employeur jusqu'à la modification du lieu d'exécution du contrat. Donc, pareil, je vous renvoie toujours vers la notice d'utilisation. Donc, ensuite, on va vous demander si c'est un cas de succession de contrat, c'est-à-dire qu'on est dans la catégorie 22 où l'apprenti donc fait un nouveau contrat avec votre entreprise alors qu'il était chez un autre employeur. On va vous demander de renseigner le numéro du contrat précédent. C'est le numéro qui avait été attribué à l'époque par la CCI, ou alors même si vous aviez eu un contrat d'apprentissage en 2019 qui aurait été financé par Atlas, c'est le numéro d'enregistrement en fait qui a été donné dès lors qu'il a été déposé auprès de la directe. Donc ensuite, on vous demande la date de début d'exécution du contrat, le cas échéant, la date d'effet de l'avenant, la date de fin de contrat ou de la période d'apprentissage, la durée hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la durée hebdomadaire du travail? Il s'agit de la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise. C'est l'horaire collectif appliqué dans l'entreprise. Donc, si vous êtes à 35 heures, vous allez renseigner 35 heures. Si c'est 37h30 avec des RTT, vous allez préciser 37h30. Et s'il n'y a pas de RTT, vous allez majorer les heures supplémentaires au niveau du salaire. Donc ensuite, on vous demande si effectivement le poste consiste à travailler sur des machines dangereuses. Vous allez répondre oui ou non. Ensuite, sur le côté droit, on va vous demander le type de dérogation. Donc, pareil, je reviens là. Hop, type de dérogation, c'est parce que l'apprenti est âgé à moins de 16 ans, pardon. Ou alors, il a un âge supérieur à 29 ans. Donc, il y a des cas qui précisent effectivement qu'au-delà de 29 ans, vous pouvez être éligible, mais dans des cas particuliers. C'est les sportifs de haut niveau, par exemple, c'est les personnes en situation de handicap. Ou alors, type de dérogation, ça va être une réduction de la durée du contrat ou un allongement de celle-ci. Ensuite, on va vous demander la date de conclusion du contrat. Pourquoi? Parce que la date de conclusion du contrat peut être différente de la date de la signature. Parce que vous pourriez avoir, par exemple, signé un contrat en juillet pour un démarrage, un contrat qui débute en septembre et une formation qui démarrerait en octobre. Donc, vous pouvez avoir 3 dates. Enfin, on va entamer la partie rémunération. Donc, là, vous avez la possibilité de renseigner jusqu'à 4 années.
Pourquoi? Parce qu'un contrat d'apprentissage peut avoir une durée au maximum de 36 mois, de 3 ans. Et donc, en fonction du cursus professionnel et de la progression dans le cycle de formation de l'apprenti, vous pouvez être amené à le positionner en première année, deuxième année ou troisième année de rémunération. Donc, en fait, la rémunération est définie en fonction de l'âge et du cycle de formation de l'apprenti. Ensuite, on va vous demander les dates. Donc, les dates, ça va être les dates du contrat. C'est-à-dire que, par exemple, il démarrerait en première année le 5, on va dire le 8 octobre 2020. Il aura, pour un contrat de 24 mois, par exemple. Donc, sa première année, ce serait du 8 octobre 2020 au 7 octobre 2021. Et à partir de la deuxième année, ce serait du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022. Il est prévu aussi que vous puissiez mettre une deuxième date sur la première année. C'est au cas où il change de tranche d'âge en cours de cursus. C'est-à-dire que le contrat débute, il a 18 ans, enfin, on va dire plutôt 20 ans en première année. À un moment donné, dans l'année, il va atteindre 21 ans. Donc là, sur la première année, vous allez avoir 2 pourcentages de rémunération. Pourquoi? Parce que, comment dire, le pourcentage de la rémunération change dès lors qu'il passe à 21 ans. Dans le mois, le pourcentage change dans le mois qui suit son anniversaire. On reste dans notre exemple du 8 octobre 2020. Par exemple, il est né en janvier, donc du 8 octobre au 31 janvier 2021, il va percevoir un pourcentage du SMIC ou du SMC. Et à partir du 1er février jusqu'au 7 octobre 2021, il aura un nouveau pourcentage du SMC. Ensuite, on va vous demander son salaire brut à l'embauche, c'est-à-dire qu'en fonction du SMIC ou du SMC que vous devez appliquer et du pourcentage par rapport donc au cycle de formation, vous allez faire le calcul de son salaire brut à l'embauche. Autre élément, vous avez les avantages en nature. Alors, ce ne sont pas les avantages en nature que vous allez donner aux salariés. En fait, il s'agit des frais dépensés par le CFA. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est important que vous ayez le CFA, que vous ayez la convention de formation à portée de main pour compléter la demande de financement, parce que la convention de formation peut prévoir des frais de nourriture si le CFA est équipé d'une cantine, par exemple, des frais de logement s'il y a des chambres universitaires, par exemple, des primes de panier, ou alors, dans autres, on peut avoir les frais de premier équipement. En aucun cas, les frais de premier équipement, ça va être des frais que vous allez vous dépenser pour accueillir l'apprenti. Ce sont des frais que le CFA va engager pour la formation de cet apprenti. Par exemple, prendre pour un jeune qui ferait un CAP de boucher, il doit avoir ses couteaux, donc le CFA pourrait, par exemple, engager les financements pour l'achat de ces couteaux-là, et au terme de sa formation, le jeune gardera son matériel. Mais c'est en aucun cas pour des dépenses que l'entreprise ferait pour l'équipement de l'apprenti qu'elle accueille dans son entreprise. Donc, surtout, toujours se référer à la convention de formation pour voir ce qui est prévu. Puisque des fois, je sais que les conventions de formation peuvent être regardées de travers et vous pourriez passer à côté de certains avantages en nature qui seraient notés dans la convention. Pardon. Est-ce que vous avez des questions? Alors,
On passe à la partie formation. C'est cette partie-là où il faut que vous ayez la convention de formation à portée de main. Pourquoi? Parce qu'on vous demande le numéro de siret de l'organisme du CFA. Donc, il faut savoir que dès lors que vous renseignez les 9 premiers chiffres du sirène, normalement, notre outil vous propose, donc le CFA vous propose les cirés en lien avec ce CFA, avec les 9 premiers chiffres. En cliquant dessus, Anne-Isabelle, excuse-moi, on t'entend plus.